L'histoire que vous allez entendre aujourd'hui est sans doute l'une des plus dangereuses que j'ai jamais racontées sur cette chaîne. Elle est terrifiante au sens propre du terme. Et je suis certaine, mes frères et sœurs, que jamais dans votre vie vous n'avez entendu une histoire pareille. C'est l'histoire de Paul Hassan, un homme très bon et très gentil. Mais contrairement au récit habituel, où c'est un être humain qui lutte contre les djinns, ou bien quelqu'un qui est ensorcelé ou possédé, l'histoire d'aujourd'hui sort totalement de l'ordinaire. En effet, cette fois, le protagoniste de notre histoire n'est pas un être humain. Le héros de ce récit est un objet d'une valeur inestimable, une chose d'une grande importance. Le héros de notre histoire aujourd'hui, mes frères et sœurs, est un genbré, un instrument de musique traditionnelle gnawi, vieux de plus de 250 ans. Et cette histoire, c'est Paul Hassan qui nous la raconte. Car c'est lui qui possède cet instrument très ancien. Son bois est usé, ses cordes semblent fatiguées, et ses clés d'accordage très difficiles à manipuler à cause du temps. Il nous dit: ce genbré est le plus ancien du Maroc. Il est passé entre les mains de 50 maîtres gnawa. Il a joué d'innombrables nuits mystiques, les nuits où les esprits et les rois du monde invisible se rassemblent autour de lui. Beaucoup ont tenté de s'en emparer, aussi bien des hommes que des djinns. Mais ce genbré a une histoire longue et complexe. Ouvrez bien vos oreilles, car ce que Paul Hassan va nous raconter va nous emmener loin dans nos imaginations. L'histoire de cet instrument remonte au XVIIe siècle, à l'époque où l'esclavage était encore courant. Tout a commencé lorsqu'un navire négrier accosta près de la ville d'El Jedida, qui à l'époque portait le nom de Mazagan. Ce navire transportait des esclaves venus de divers pays d'Afrique subsaharienne, certains du Mali, d'autres du Soudan, du Sénégal, etc. Ce type de scène était monnaie courante à l'époque. Ces esclaves étaient vendus aux riches propriétaires qui les utilisaient comme domestiques dans leur palais ou pour effectuer des travaux difficiles nécessitant une grande force physique. Parmi ces esclaves, il y avait un jeune homme nommé Boubacar. Il venait du Mali et avait une vingtaine d'années. Depuis sa naissance, il ne connaissait que l'esclavage, car il était né de parents esclaves. Il n'avait jamais connu la liberté. Un jour, alors qu'il était encore enfant, sa mère fut vendue, et il ne la revit plus jamais. Puis, il fut lui-même vendu et revendu de nombreuses fois avant d'arriver finalement au Maroc, à Mazagan. Dès leur arrivée, les esclaves furent exposés sur une place de marché pour être vendus aux enchères. Chaque acheteur surenchérissait pour obtenir l'esclave qui lui convenait. Ce jour-là, Boubacar fut acheté par un riche notable de la ville, un homme puissant que tout le monde appelait le Pacha. Ce dernier possédait un immense palais et employait de nombreux esclaves pour s'occuper de ses affaires. Les conditions de vie y étaient extrêmement difficiles. Comme tous les esclaves, Boubacar subissait quotidiennement des humiliations, des insultes et un traitement inhumain. Malgré cela, avec le temps, il s'adapta peu à peu à son nouvel environnement et apprit quelques mots de dialecte marocain. Parfois, il était autorisé à sortir, accompagné d'autres esclaves au marché pour transporter les achats du Pacha. Et c'est lors de l'une de ces sorties que sa vie allait changer à jamais. Alors qu'il marchait dans le souk, il entendit une mélodie étrange et envoûtante, une musique qu'il n'avait jamais entendue auparavant. Intrigué, il se tourna en direction du son et aperçut un vieil homme assis devant une boutique fermée. Cet homme était en train de jouer à un instrument bizarre, le genbré, tout en chantant dans une langue qui ressemblait beaucoup à celle de Boubacar. Et il chantait: « Bienvenue dans la transe, nous visitons le monde invisible. Bienvenue dans la transe, la royauté appartient à Dieu. » Ces paroles étaient un mélange de dialecte africain et de louange à Dieu et au prophète Mohammed, que la paix soit sur lui. Boubacar fut comme hypnotisé par cette musique et cette voix. Il resta figé sur place, fasciné par ce son, qui semblait lui parler directement au cœur. C'était comme si l'instrument pleurait et racontait une histoire. Il voulait s'approcher davantage, mais soudain une voix sèche le rappela à l'ordre. « Hé,
L'esclave, dépêche-toi, nous avons du travail. Il sursauta et se remit en route à contre-cœur. Mais quelque chose s'était éveillé en lui. Il ne pouvait plus oublier cette musique. Quelques jours plus tard, Boubacar retourna au marché et retrouva le vieil homme, assis au même endroit et jouant toujours du ganbri. Cette fois-ci, il prit son courage à deux mains et s'approcha timidement. « Sidi, Sidi, cette musique est magnifique. Qu'est-ce que c'est ?» Le vieil homme s'arrêta de jouer, leva les yeux vers lui et répondit en souriant. « Je ne suis le maître de personne, mon fils. Je suis juste un humble musicien. » Puis il ajouta « Cette musique s'appelle Gnawa. C'est la musique des esclaves. » Boubacar fut surpris. « La musique des esclaves? Mais pourquoi ?» Le vieil homme expliqua. « Nous, les anciens esclaves, avons créé cette musique pour raconter notre douleur, notre souffrance, mais aussi notre force et notre espoir. Chaque note qui sort de cet instrument porte en elle une histoire, une vie et une âme. » Boubacar écoutait avec admiration et émotion. Ce vieil homme s'appelait Atman. Il venait du Soudan et avait lui aussi été esclave avant de recouvrer sa liberté. Il lui montra son ganbri et raconta comment il l'avait fabriqué lui-même. Le bois provenait d'un arbre mort abandonné. La peau tendue était celle d'un bouc sacrifié et les cordes étaient faites de boyaux de chameau. Puis il dit une phrase qui bouleversa Boubacar. Ce ganbri a été fabriqué avec 3 âmes, celle du bois, celle de l'animal et celle de l'homme. Chaque mélodie qui en sort est une voix du passé qui vient parler aux vivants. Boubacar était bouleversé. Il venait de comprendre que cette musique n'était pas seulement des sons, c'était une incantation, un dialogue avec les esprits. À partir de ce jour, Boubacar revint voir Atman chaque fois qu'il le pouvait. Il apprit à jouer du ganbri, à chanter des mélodies de Gnawa et à ressentir l'énergie mystique qui s'en dégageait. Mais plus il s'enfonçait dans cette musique, plus il réalisait une chose importante. Il ne voulait plus être esclave. Son âme aspirait à la liberté. Un jour, il confia son désir à Atman, et ce dernier lui répondit simplement « Alors il est temps pour toi de fuir. » Le plan fut vite élaboré. Lors d'une sortie au marché, Boubacar se cacherait parmi la foule. Il rejoindrait Atman dans une forêt extérieure à la ville. Ensemble, ils s'enfuiraient vers Essaouira, anciennement Mogador, où de nombreux Gnawa vivent librement. Le jour venu, Boubacar s'échappa avec succès et retrouva Atman dans la forêt. C'est ainsi qu'ils prirent la route vers la liberté. Après plusieurs jours de voyage, Boubacar et Atman arrivent enfin à Mogador. C'était une ville portuaire importante où se croisaient différentes cultures, arabes, berbères, juifs, africains et européens. Mais pour Boubacar, ce qui comptait surtout, c'était que Mogador était le refuge des Gnawa. Dès leur arrivée, ils se rendirent au sanctuaire de Sidi Bilel, un lieu sacré pour la communauté Gnawa. Là-bas, les maîtres musiciens et d'anciens esclaves se retrouvaient pour pratiquer des rituels mystiques à travers la musique et la trance, et ils y furent accueillis très chaleureusement. Ils décidèrent de former leur propre troupe, ou comme on appelait ça dans la tradition gnawa, une rba'a, une confrérie musicale. Dans cette troupe, Atman jouait du ganbri, Boubacar jouait des qraqb, des castagnettes en métal, et les autres membres de la confrérie battaient le tambour et chantaient les invocations. Dès leur première représentation dans les rues de Mogador, les gens furent fascinés par leur musique. Un jour, une femme mystérieuse s'approcha d'eux, après une de leurs performances. Elle était grande, vêtue entièrement de noir, et son visage était caché sous un voile. Elle s'adressa directement à Boubacar. « Maître Boubacar, il y a une grande nuit qui se prépare, et nous avons besoin de toi. » Boubacar, surpris, lui répondit « Une grande nuit? De quoi parlez-vous » La femme lui expliqua qu'un riche notable organisait une lila, une cérémonie rituelle de Gnawa, dans une maison ancienne de Mogador. Elle ajouta « C'est une nuit spéciale.
Tous les maîtres Gnawa seront présents, et les esprits aussi. Le soir venu, Boubacar et sa troupe préparèrent leurs instruments et se dirigèrent vers la maison indiquée. Dès l'arrivée, ils ont senti une ambiance étrange. L'endroit était une vieille bâtisse délabrée, éclairée par des lampes à huile et remplie de fortes odeurs d'encens. À l'intérieur, une foule s'était déjà installée. Certains étaient là pour la musique, d'autres pour guérir du mal, et certains pour invoquer les esprits. La cérémonie commença, avec l'ouverture rituelle, qu'on appelle Ftuh al-Rahba, une prière musicale adressée aux esprits et aux entités invisibles. Les tambours résonnaient dans la pièce. Les qraqab créaient un rythme métallique hypnotisant, et le gunbri de Uthman vibrait avec une puissance inhabituelle. Puis un homme assis dans un coin se leva brusquement et se mit à trembler violemment. Ses yeux roulèrent en arrière, sa bouche s'ouvrit, sans qu'aucun son n'en sorte. Les spectateurs chuchotèrent. Il est possédé, un esprit l'a pris. Uthman, imperturbable, continua à jouer du gunbri, mais le son devint de plus en plus étrange. Le gunbri semblait jouer tout seul. Ses cordes vibraient avec une force surnaturelle, comme si une force invisible jouait à travers lui. Tout le monde le remarqua. Ce n'était pas seulement Uthman qui jouait, c'était le gunbri lui-même. Boubacar sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. Puis soudainement, l'homme possédé s'écroula au sol inconscient. Un silence de mort tomba sur la pièce. La femme en noir s'approcha de Boubacar et lui murmura. Le gunbri a choisi son maître. Boubacar ne comprenait pas ce qu'elle voulait dire, mais il allait bientôt le découvrir. Après cette nuit étrange, Uthman semblait préoccupé. Boubacar le remarqua et lui demanda. « Maître Uthman, que se passe-t-il? Tu sembles soucieux. » Uthman soupira profondément avant de lui répondre. « Ce gunbri, il n'est pas ordinaire, et il ne m'appartient plus. » Boubacar fronça les sourcils. « Que veux-tu dire? Tu en es le maître ?» Uthman secoua la tête. « Non, mon fils. Hier soir, le gunbri a décidé de te choisir. C'est à toi désormais de le porter. » Il posa ses mains sur les épaules de Boubacar et ajouta d'un ton grave. « Mais sache une chose. Ce gunbri n'est pas simplement un instrument. Il est lié à des forces invisibles. Si tu l'acceptes, tu devras en assumer la responsabilité. » Boubacar était bouleversé. Il regarda l'instrument avec un mélange de peur et de fascination. Finalement, il tendit ses mains et le prit. À l'instant même où ses doigts touchèrent le bois du gunbri, un frisson a parcouru son corps. Il avait l'impression qu'une force pénétrait en lui. Dès ce jour, Boubacar devint le maître, le gardien du gunbri. Dès qu'il commença à jouer avec l'instrument, des événements inexpliqués se produisirent. Parfois, les cordes du gunbri se mettaient à vibrer toutes seules. Des bruits de pas résonnaient autour de lui alors qu'il était tout seul. Et il voyait même des ombres furtives dans l'obscurité. Mais le plus étrange, c'est qu'à chaque fois qu'il jouait une lila, il sentait une présence derrière lui. Une nuit, alors qu'il dormait, il eut un rêve troublant. Il se trouvait dans une forêt sombre, entourée de figures noires sans visage. Au milieu d'eux, se dressait un homme massif, vêtu de rouge, tenant un grand bâton. L'homme s'approcha et lui dit d'une voix grave. « Tu portes un fardeau lourd, Boubacar. Ce gunbri appartient aux esprits de la forêt. » Boubacar, terrifié, répondit. « Que dois-je faire? Le rendre ?» L'homme en rouge secoua la tête et dit. « Non, il t'a choisi, mais tu devras faire le serment de ne jamais le vendre ni l'abandonner, car s'il tombe entre de mauvaises mains, les conséquences seront terribles. » Soudain, une douleur intense envahit son bras, comme si quelque chose y laissait une marque. Il se réveilla en sursaut. Lorsqu'il regarda son bras, il vit une empreinte rouge, comme une main ensanglantée. Dès lors, la légende du gunbri de Boubacar se répandit. Les maîtres Gnawa
racontait que ce Ganbri était habité par une force mystique et que quiconque le jouait, sans en être digne, risquait la folie ou la mort. On disait aussi que les esprits des anciens esclaves vivaient à travers ces cordes et que chaque note jouée leur permettait de communiquer avec les vivants. Avec le temps, Boubacar devient grand maître Gnawa. Il respecta toujours la promesse qu'il avait faite aux esprits. Le Ganbri ne devait jamais quitter ses mains, car c'était lui, son vrai maître. Et c'est ainsi qu'il fut transmis de génération en génération. Bal Hassan nous explique que c'est ce Ganbri qu'il possède aujourd'hui, celui de Boubacar, qu'il est toujours aussi puissant et que les esprits n'ont jamais cessé de le hanter. Est-ce que Bal Hassan l'a déjà entendu jouer tout seul? Oui, toutes les nuits,